Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En 2050, nous vivons bien, dans les limites écologiques de notre planète. Nous devons notre prospérité et la bonne santé de notre environnement à notre économie innovante et circulaire, qui ne connaît pas de gaspillage, et dans laquelle les ressources naturelles sont gérées de manière durable et la biodiversité est préservée, estimée et restaurée, de telle sorte à renforcer la résilience de notre société. Notre croissance à faible émission de CO2 est depuis longtemps dissociée de l'utilisation des ressources, créant la dynamique nécessaire à l'émergence d'une société mondialisée sûre et durable. Le 7e programme d'action de l'Union européenne pour l'environnement bien vivre, dans les limites de notre planète, nous décrit ci-dessus la vision à l'horizon 2050 qui se veut le fil conducteur de l'action à mener jusqu'en 2020 et au-delà. Parmi les thématiques de ce programme figure la protection des citoyens de l'Union, contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l'environnement. Cet objectif est classé prioritaire, et cela n'est pas anodin. Le bilan actuel de l'état de l'environnement et de la santé humaine est préoccupant et alarmant. La décision numéro 1386/2013 UE relative au 7e programme d'action de l'Union pour l'environnement affirme que la pollution de l'eau, la pollution atmosphérique et les produits chimiques demeurent une des principales préoccupations environnementales du grand public dans l'Union. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que les facteurs de stress environnementaux sont responsables de 15% à 20% de la totalité des décès dans les 53 pays européens. D'après l'OCDE, la pollution atmosphérique urbaine est appelée à devenir la première cause de mortalité dans le monde d'ici 2050. Une action s'impose tout spécialement dans les lieux tels que les villes, où des citoyens, et plus précisément des groupes de personnes particulièrement sensibles ou vulnérables, et des écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants. Afin de garantir un environnement sain pour tous, les mesures locales devraient être complétées par une politique adéquate tant au niveau national qu'à celui de l'Union. Qui plus est, les données disponibles sur l'exposition moyenne à long terme montrent que 65% des Européens vivant dans des zones urbaines importantes sont exposés à des niveaux élevés de bruit, et que plus de 20% sont exposés à des niveaux de bruit nocturne auxquels des effets néfastes pour la santé apparaissent fréquemment. La multiplication des catastrophes écologiques et naturelles altère notre équilibre sociétal. Certes, les débats sur la protection de l'environnement et la protection de l'homme dans son environnement ne sont pas récents. Néanmoins, ils acquièrent chaque fois que la question est posée, une dimension nouvelle voire une acuité nouvelle, marquée par l'urgence de trouver des solutions universelles au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité ainsi qu'à l'épuisement des ressources naturelles. Le droit à un environnement sain est un sujet qui incite toujours à la réflexion. Il constitue une inspiration perpétuelle pour la recherche juridique, Bien qu'abordé depuis les années 70, les rapports entre hommes et environnement ne peuvent devenir un sujet marginal ou épuisé. Au contraire, c'est un sujet qui pose encore aujourd'hui plusieurs problèmes juridiques et défis majeurs pour chaque ordre juridique. Tant au niveau international qu'au niveau régional et notamment européen, il existe un accord sur la nécessité de protéger l'homme dans son environnement, Néanmoins, l'objet de cette étude porte exclusivement sur le droit à un environnement sain en droit européen tel qu'il est décliné par les deux grands ordres juridiques européens, constitutifs de ce droit, à savoir celui du Conseil de l'Europe et celui de l'Union. Il apparaît en effet fondamental de comprendre comment ces deux ordres juridiques, à la fois complémentaires, mais aussi concurrents, peuvent se saisir de manière similaire ou au contraire sensiblement différente du grand enjeu que constitue le droit à un environnement sain. L'appréhension de cette problématique du croisement des deux ordres juridiques européens et la justification de son intérêt pour une compréhension véritable du droit à un environnement sain en Europe, appelleront au préalable quelques précisions terminologiques, Contexte général. Un accord unanime s'est développé au niveau international sur la nécessité de protéger le droit fondamental de l'homme, de vivre dans un environnement sain et de qualité. En témoignent les consécrations textuelles suivantes.
Le principe premier de la Déclaration de Stockholm de 1972 prévoit que l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être, et a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 prévoit, dans son article 11, que les États reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. La Charte mondiale de la nature des Nations unies de 1982 prévoit que toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d'autres personnes, à l'élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens de recours pour en obtenir réparation. La Déclaration de Rio de 1992 affirme que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Les conférences sur le développement durable qui ont eu lieu ultérieurement, à Johannesburg en 2002 et à Rio de Janeiro, en 2012 ont également mis l'accent sur les rapports entre hommes et environnement. La Cour internationale de justice n'a pas manqué l'occasion dans l'affaire Gapsikovo-Najimaros de préciser que préserver l'environnement constitue une partie importante de la théorie contemporaine des droits de l'homme, car il est une condition indispensable à la réalisation de divers droits de l'homme, notamment le droit à la vie et à la santé. Au niveau régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 a été la première convention relative aux droits de l'homme qui énonce clairement dans son article 24 que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Dans cette charte, le droit à un environnement sain est conventionnellement consacré comme composante du droit des peuples, c'est-à-dire a priori comme un droit collectif. Un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adopté en 2003, relatif aux droits de la femme en Afrique. Il déclare dans ses articles 18 et 19 respectivement que les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable, et qu'elles ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un environnement durable. Le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, protocole San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1988 prévoit dans son article 11 que toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre. S'ajoute à ces instruments régionaux de protection des droits de l'homme, la Charte arabe des droits de l'homme, adoptée en 2004, qui prévoit un droit à un environnement sain, en tant que composante du droit à un niveau de vie suffisant qui assure le bien-être et une vie décente. De même, la Déclaration des droits de l'homme adoptée par l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est en novembre 2012 consacre un article 28F au droit à un environnement sûr, sain et durable. Au niveau du droit européen, il n'existe aucune source contraignante qui formalise la reconnaissance du droit de l'homme à un environnement sain, ou du droit fondamental à la protection de l'environnement. Néanmoins, l'environnement sain est présent comme valeur, principe ou objectif à réaliser notamment via le niveau de protection élevé de l'environnement dans le cadre de l'UE ou les normes de protection de l'environnement et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. La chose remarquable au niveau européen est le lancement du Pacte vert pour l'Europe et du Pacte européen pour le climat, qui démontre une prise en compte sérieuse des problématiques environnementales qui sont devenues au cœur des défis de la neutralité climatique, des limites planétaires et de la durabilité. La prise en conscience de la nécessité de protéger l'environnement a entraîné un mouvement de constitutionnalisation de l'environnement. Le Portugal a été le premier pays, en 1976, à adopter un droit constitutionnel à un environnement humain sain et écologiquement équilibré. Depuis, plusieurs États ont intégré des droits similaires dans leur constitution nationale sous diverses formulations. Droit à un environnement propre, sûr, favorable ou sain. B. Le droit à un environnement sain, une inspiration perpétuelle pour la recherche juridique.
Les travaux menés sur le droit à un environnement sain sont nombreux. La doctrine juridique dans ce cadre est très riche et extrêmement active. Le droit à un environnement sain est un sujet qui incite à la réflexion et qui inspire tant les académiques que les experts dans les instances internationales spécialisées dans le domaine de la protection de l'environnement et dans la promotion des droits de l'homme. Thème qui ne peut jamais être épuisé et qui restera toujours d'actualité. Le droit à un environnement sain envahit la sphère de la recherche scientifique dans plusieurs disciplines. Il interpelle le juriste, l'environnementaliste, l'économiste, le politicien, le philosophe, le sociologue, etc. Il est traité sous des dimensions nouvelles et diverses qui changent et évoluent selon la gravité et la multiplication des problèmes environnementaux. Changement climatique, sécurité environnementale, déplacés environnementaux, politique climatique et environnementale. En premier lieu, il est opportun d'observer l'émergence d'une démarche de compilation de connaissances menée par les instances internationales. Dans sa résolution 19/10, en date du 22 mars 2012, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé de nommer un expert indépendant chargé d'examiner la question des obligations relatives aux droits de l'homme se rapportant aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable. Le professeur John H. Knox, dont le mandat d'expert indépendant a été prorogé en tant que rapporteur spécial des questions sur les droits de l'homme et l'environnement, avait pour tâche de recenser et promouvoir les meilleures pratiques concernant la prise en compte des obligations et des engagements en rapport avec les droits de l'homme en vue d'orienter, d'étayer et de renforcer l'élaboration des politiques environnementales, en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement, échanger des vues sur ces meilleures pratiques et à cet égard, d'en établir un inventaire. Dans son rapport présenté au Conseil des droits de l'homme en date du 1er février 2016, John H. Knox a insisté sur la nécessité de prendre en considération des droits de l'homme dans le débat sur les changements climatiques. Le professeur David Boyd, qui est l'actuel rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'environnement, évoque, dans son dernier rapport du 15 juillet 2019, le droit à un environnement sain dans une dimension large, globale et très riche en défendant le concept de climat vivable. Pour David Boyd, un environnement sûr, propre, sain et durable suppose notamment un climat sûr, un air pur, de l'eau salubre et un assainissement adéquat, une alimentation saine et durable, des environnements non toxiques dans lesquels vivre, travailler, étudier et jouer, ainsi qu'une biodiversité et des écosystèmes sains. Ces éléments s'inspirent des engagements pris au titre de traités environnementaux internationaux, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, par laquelle les États se sont engagés à empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, ou en d'autres termes, à garantir un climat vivable. En outre, la division Environmental Law and Convention du PNUE effectue des études sur les droits de l'homme et la protection de l'environnement. Elle a publié 2 rapports. Le premier intitulé UNEP Compendium on Human Rights and the Environment, Selected International Legal Materials and Cas, a été publié en 2014 et a fait un recensement des instruments juridiques et des jurisprudences sur les droits de l'homme et l'environnement dans différents systèmes comparés, africains, européens et américains. Le second rapport a été publié en 2015 et a été consacré au Climate Change and Human Rights. Par ailleurs, la doctrine juridique représente un laboratoire d'analyse et d'exploration de toutes les problématiques liées au droit à un environnement sain, et ce sous différentes approches. À titre d'exemple, le Journal européen des droits de l'homme réserve, depuis 2012, une chronique « Environnement et droits de l'homme » qui montre les développements internationaux, régionaux et nationaux de la prise en considération de l'approche environnementaliste dans les questions relatives aux droits de l'homme. Par ailleurs, différents projets de recherche scientifique ont été entrepris et d'autres sont en cours qui s'intéressent aux nouvelles dimensions des rapports entre environnement et droits de l'homme. Mérite d'être retenu l'exemple du projet GIP Justice, les dynamiques du contentieux climatique, usage et mobilisation du droit face à la cause climatique. Enfin, du point de vue de la recherche et de la doctrine anglo-saxonne, un journal est exclusivement consacré à la problématique droits de l'homme et environnement. Il s'agit du Journal of Human Rights and the Environment, paru pour la première fois en 2010 et dirigé par le professeur Anna Greer.
La plupart des contributions publiées en mars 2017 dans ce journal ont été consacrées à la question particulière des droits de l'homme et crise climatique. On ne saurait oublier les volumineux Research Handbook sur Human Rights and the Environment et sur Fundamental Concept of Environmental Law, ainsi qu'un ouvrage récemment publié sur Environmental Law Dimension of Human Rights, et qui montre les avancées dans le domaine de la protection des droits environnementaux dans différents systèmes juridiques internationaux et régionaux. De plus, une nouvelle approche environnementale des droits de l'homme a commencé à se construire dans les universités américaines via les cliniques du droit de l'environnement et des droits de l'homme qui produisent des expertises pour les ONG, les autorités publiques, les gouvernements, les groupes locaux, etc. On rencontre dans ce cadre plusieurs universités comme Columbia Law School et Harvard Law School qui ont mis en place des Environmental Law Clinics. Ce modèle commence à inspirer, lentement, les universités françaises, dont l'Université d'Aix-Marseille qui a créé une clinique juridique du droit de l'environnement. Ces précisions terminologiques et délimitation du sujet. Quelques précisions terminologiques sont indispensables pour la compréhension de l'objet de la recherche entreprise ainsi que la délimitation exacte de son champ spécifique, qu'il s'agisse du droit à un environnement sain, ou encore de ce qu'il convient pour cette étude de comprendre par droit européen de 1. Droit à un environnement sain. L'expression « droit à un environnement sain » est composite et complexe. Il est d'abord indispensable de distinguer entre le droit de l'environnement et le droit à l'environnement, 1.1, mais aussi de développer quelques réflexions générales sur les types de droits, mobilisés en revisitant le droit à un environnement sain sous l'angle particulier des droits fondamentaux, 1.2. 1.1. Droit de l'environnement et droit à l'environnement. Il s'agit de deux expressions qui font l'objet de distinctions désormais classiques et évidentes, mais qu'il convient de rappeler pour le recadrage de l'objet exact de cette recherche. Il importe de souligner d'emblée que le droit à un environnement sain correspond à une notion restreinte par rapport au droit de l'environnement qui est infiniment plus large et qui englobe la protection de toutes les atteintes au milieu naturel telles que la protection de la faune, de la flore, de la biodiversité, la lutte contre la déforestation et désertification, et même la protection du patrimoine architectural de l'humanité. Le professeur Alexandre Kiss a parfaitement mis en lumière que l'objectif du droit à l'environnement est spécifique. Il est en effet de protéger les hommes en leur assurant un milieu de vie adéquat. Il rejoint ainsi le concept de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. En effet, un environnement dégradé par les pollutions et défiguré par la destruction de toute beauté et de variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement de la personnalité. L'objectif poursuivi par chaque droit est ainsi distinct. Le droit de l'environnement a pour objet la protection de l'environnement avec ses différentes composantes, tandis que le droit à l'environnement a pour objet de protéger l'homme dans son environnement. Par environnement, on entend l'ensemble des conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques et culturelles, sociologiques, dans lesquelles les organismes vivants, en particulier l'homme, se développent. Ces composantes ne font pas toutes l'objet du droit à un environnement sain, dont la corrélation la plus évidente se trouve entre le droit de la santé et l'environnement. Associer systématiquement l'environnement à l'adjectif sain signifie que le droit à la santé pourrait servir de médiateur ou de tuteur à une protection effective de l'aspect essentiel du droit à un environnement sain. Comme l'avait écrit M. Henry Smets, le droit à un environnement sain peut être associé au droit fondamental à la santé conçu comme le droit à des conditions de vie saines, et au droit fondamental à la dignité humaine dans la mesure où il n'est pas conforme à la dignité humaine de devoir vivre dans un environnement dégradé. Le lien entre santé humaine et environnement est très étroit, car c'est le filtre humain qui est utilisé pour définir les problèmes d'environnement. C'est pourquoi dans la grande majorité des cas, environnement et santé sont sinon confondus du moins articulés. Ainsi, la portée de l'environnement sain ne recouvre pas uniquement les conditions écologiques indispensables à la satisfaction des besoins primaires. Du point de vue de la santé humaine, l'environnement sain est en fait un environnement qui doit être salubre quant aux conditions environnementales directement préjudiciables à la santé de l'homme,
et quant au niveau le plus élevé possible à atteindre. Il convient néanmoins de souligner que dans le cadre de cette étude, l'expression droit à l'environnement sera parfois utilisée pour désigner le même sens restreint du droit à un environnement sain, c'est-à-dire un droit essentiellement lié à la protection de la santé humaine. Cette utilisation conforme quant au sens peut être justifiée par le fait que certains instruments juridiques, en particulier dans le cadre du Conseil de l'Europe, ne font pas de différence substantielle entre les deux locutions. 1.2. Le droit à un environnement sain, à la lumière de la théorie générale des droits fondamentaux. Évoquer la place du droit à un environnement sain dans la théorie générale des droits fondamentaux nécessite non seulement de comprendre ce qu'on entend par droit à, mais également d'appréhender la notion de droits fondamentaux et de fondamentalité. Ce passage par ces concepts est inévitable au regard de la tendance d'inclure les droits à en général et le droit à un environnement sain en particulier dans la catégorie des droits de l'homme. Du fait de la montée en puissance de la constitutionnalisation de l'environnement, le droit à un environnement sain est généralement considéré comme relevant des droits de l'homme. Ces derniers tirent leur légitimité d'une source hiérarchiquement supérieure aux autres sources de droit. Néanmoins, le droit à un environnement sain ne peut pas être cloisonné, dans le cadre de cette recherche, dans une conception purement droit de l'homiste. Il doit la dépasser pour s'intégrer dans une approche fondamentaliste du droit, ce qui permet de répondre d'une manière adéquate à la réalité juridique de l'environnement en droit européen, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il existe des raisons liées à la définition et à la culture même des droits de l'homme. Le professeur Mourgeon les définit comme les prérogatives, gouvernées par des règles que la personne, physique ou morale, détient en propre dans ses relations avec d'autres personnes, physiques ou morales, ou avec le pouvoir. Le professeur Sudre les considère comme les droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. D'autres définitions empruntées à la doctrine juridique sont plus larges parce qu'elles s'inscrivent dans une approche interdisciplinaire. En effet, comme le soulignent certains auteurs, si nous nous référons à la praxis linguistique et aux formes lexicales qui reflètent l'usage d'un terme du langage par les membres d'une société historique, nous rencontrons différents mots qui expriment le concept des droits de l'homme, tels que les droits naturels, les droits publics subjectifs, les libertés publiques, les droits moraux, les droits fondamentaux, les droits individuels, les droits du citoyen, etc. Aucun de ces termes n'est la pure expression d'une décision linguistique. Tous ont des liens culturels et des explications issues d'un contexte historique, de certains intérêts, de certaines idéologies et de positions scientifiques ou philosophiques. La culture des droits de l'homme penche davantage pour la vision subjective, le référent individuel, la titularisation des droits, que pour le système des normes qui la soutient et la protège. Le sujet et sa protection sont à la fois le noyau central indispensable à la compréhension du problème, et l'ultime élément unificateur, qui entre en rapport avec tous les termes utilisés comme synonymes des droits de l'homme. Or, force est de constater que le droit à un environnement sain dépasse la vision subjective des droits de l'homme puisqu'il incarne non seulement une vision subjective, mais aussi une vision objective, des valeurs et des principes. Ainsi, l'approche fondamentaliste paraît-elle plus adaptée aux particularités du droit à un environnement sain, d'une part, et au droit européen d'autre part. Le premier manque de précision quant à la détermination de ses titulaires et de son contenu. Le second, loin d'intégrer l'environnement d'une manière formaliste dans son ordre juridique comme un droit subjectif, le reconnaît comme un ensemble de valeurs, de principes et d'objectifs à réaliser. On songe en particulier à l'expression générique du droit environnemental de l'Union européenne, et qui traverse toutes les politiques de l'Union selon une approche transversale via la formulation particulière de niveau de protection élevé de l'environnement. Cela dit, il semble important d'inscrire le cadre de cette étude consacrée au droit européen à l'environnement sain dans une réflexion essentialiste de ce droit qui puise son origine dans les forces de la notion de fondamentalité qui rassemble à la fois une dimension positiviste des droits de l'homme et une dimension éthique des droits. Par exemple, en parlant de solidarité, on évoque en particulier la solidarité comme valeur fondatrice des droits, comme l'environnement ou le développement ou la paix. Selon le professeur Martinez,
À la différence des autres valeurs qui fondent directement les droits, la solidarité les fonde indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire des devoirs. En partant d'une réflexion sur les comportements sociaux, nous pouvons déduire l'existence de devoirs positifs qui incombent directement au pouvoir public ou aussi aux tiers, personnes physiques ou juridiques. L'étude du droit à un environnement sain dans le cadre de cette approche fondamentaliste nous permet de prendre des distances avec la distinction entre liberté et droit. La liberté est une autonomie de la personne, des zones d'autonomie, où les bénéficiaires peuvent agir a priori comme ils l'entendent, exercer un pouvoir d'agir ou de ne pas agir. On parle alors de liberté d'opinion, d'expression, etc. Or, le concept de droit peut être abordé selon deux points de vue, objectif et subjectif. Le premier correspond à sa fonction en tant que normes qui font partie du système d'identification de l'ordre juridique. Le second renvoie à la fonction de droit dont la qualité de titulaire est attribuée par le droit positif au groupe auquel appartiennent ces personnes. Dans certains droits constitutionnels, les droits fondamentaux sont assimilés aux droits subjectifs publics, en particulier en droit allemand. Dans ce droit, une partie de la doctrine a considéré que la notion de droit subjectif est étroitement liée à celle de droit fondamental, puisque d'une part, les droits fondamentaux trouvant leur fondement dans la personne même, constituent le type même de droit subjectif public, et que d'autre part c'est précisément sous la forme de droit subjectif que les droits fondamentaux s'imposent à l'administration par l'intermédiaire des juridictions administratives. Une partie également de la doctrine française retient du fait que les droits fondamentaux sont assimilés aux droits subjectifs. Elle considère que la qualification des droits fondamentaux comme droits subjectifs marque essentiellement le fait que ces droits sont destinés à protéger des intérêts individuels et qu'ils sont donc invocables devant un juge. Or, l'appartenance des droits fondamentaux à cette catégorie des droits subjectifs n'est pas pertinente, dans la mesure où il existe une autre catégorie de droits fondamentaux appartenant aux droits objectifs. On parle dans ce cadre de droit créance considéré comme un droit personnel en vertu duquel une personne nommée créancier peut exiger d'une autre personne nommée débiteur l'accomplissement d'une prestation, donner, faire ou de ne pas faire quelque chose. Pour réunir ces deux aspects, objectif et subjectif du droit, le professeur Michel Lévinet définit les droits fondamentaux comme des droits de défense contre l'ingérence étatique. Il vise à préserver une sphère autonome où chacun peut développer et protéger son individualité. Ils traversent tout l'ordre juridique comme ils produisent des effets vis-à-vis des tiers et donc intéressent les relations interindividuelles. Ils représentent, au-delà de leur connotation subjective, un ordre de valeurs supérieures, un ordre objectif de valeurs, un ensemble de principes objectifs. Enfin, l'approche fondamentaliste du droit à un environnement sain permet de ne pas se tenir à une conception formelle des droits fondamentaux et de prendre en considération l'importance de sa conception substantielle. La conception formelle implique d'identifier les droits fondamentaux selon un certain nombre de paramètres. Parmi ces paramètres figurent leurs sources, leurs bénéficiaires et leurs garanties. La conception substantielle se base sur une approche essentialiste de droit, dont la fondamentalité est appréhendée comme une propriété constitutive des droits fondamentaux. Elle ne s'épuise dans aucune norme formelle. Selon la thèse développée par le professeur Étienne Picard, les droits fondamentaux sont des droits assez essentiels pour fonder et déterminer, plus ou moins directement, les grandes structures de l'ordre juridique tout entier en ces catégories, dans lequel et pour lesquelles ils cherchent à se donner ainsi les moyens multiples de leur garantie et de leur réalisation. L'auteur va plus loin pour considérer que les droits fondamentaux regroupent des principes fondateurs. Cela dit, la fondamentalité du droit ne prend pas en considération la hiérarchie de la norme. Un droit peut être fondamental même s'il est institué dans une norme infraconstitutionnelle. En effet, selon le professeur Picard, la fondamentalité n'est pas réductible au droit considéré, qu'elle marque simplement de son empreinte, le cas échéant. Ce n'est donc pas tant le droit qui est fondamental, c'est plutôt une fondamentalité qui le touche, mais qui le dépasse, une raison qui le fait prévaloir sans se dissoudre dans sa prééminence. La fondamentalité n'est pas essentiellement dans le droit ou intrinsèque au droit. Elle doit en réalité se tenir dans un principe qui agit sur le droit. Cela signifie qu'en réalité, ce n'est pas tellement le droit en tant que tel qui est fondamental, mais bien plutôt le principe sur lequel il repose. La fondamentalité tient en amont de ses effets, et ne se confond pas avec eux.
2. Droit européen. En premier lieu, par droit européen, cette recherche entendra se limiter aux deux grands systèmes juridiques constitués par le droit de l'Union européenne, d'une part, et le droit du Conseil de l'Europe, d'autre part. Seront donc exclus de cette acception particulière de droit européen les droits nationaux des États parties à ces deux grandes organisations et leur jurisprudence, sauf exception et notamment celle particulière de la contribution des sources nationales aux deux ordres juridiques européens, via notamment leur prise en compte des traditions constitutionnelles des États membres. En effet, il sera par exemple souligné l'importance des droits nationaux dans le processus de production des normes au niveau européen. Ainsi, une attention particulière sera réservée aux traditions constitutionnelles communes aux États membres en tant que source des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union européenne. Les constitutions nationales inspirent de manière sensible le législateur de l'Union dans l'élaboration de la règle de droit, et elles peuvent aussi être à l'origine d'interprétations jurisprudentielles nouvelles ou moins audacieuses par la Cour de justice de l'Union, sans oublier, évidemment, le fait que la Charte des droits fondamentaux est interprétée à la lumière des principes dégagés de la jurisprudence de la Cour EDH et de ceux des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ainsi, la constitutionnalisation de l'environnement dans plusieurs législations européennes aura ses effets tant sur le processus de production des normes européennes en matière environnementale, que sur la création d'un consensus européen sur l'importance de protéger l'homme dans son environnement. Les droits nationaux seront donc partiellement présents dans cette étude, mais seulement dans la mesure où ils sont des règles de référence qui alimentent la dynamique européenne. Ils seront donc évoqués comme un facteur parmi d'autres faisant mouvementer la consécration et la garantie du droit à un environnement sain. Ainsi, en dépit de la pertinence de la constitutionnalisation de l'environnement, de la montée en puissance de ce mouvement dans les pays européens et de sa diffusion dans les deux ordres juridiques européens, il n'est pas question de s'interroger sur la dynamique du droit à un environnement sain propre aux ordres juridiques nationaux, et ce pour différentes raisons. Outre l'ampleur de la tâche qui aurait largement dépassé une simple thèse, intégrer les droits nationaux dans le champ de cette étude aurait signifié l'adoption d'une approche de droit comparé plutôt que de droit européen, ce qui n'est pas l'objet d'une recherche qui s'inscrit dans l'analyse du croisement des deux grands ordres juridiques européens avec tout ce qu'il implique en matière d'interaction, de complémentarité et de concurrence et enfin de dynamique qui leur sont propres, mais elles peuvent aussi décliner parallèlement. Analyser la dynamique respective, mais aussi complémentaire du droit à un environnement sain dans les deux ordres juridiques européens, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, implique de mettre en exergue qu'il existe un ensemble de points de ressemblance, en même temps que chaque organisation œuvre différemment en poursuivant des objectifs distincts et selon des mécanismes de contrôle et de mise en œuvre qui lui sont inhérents. Par ailleurs, l'étude d'un droit qui est celui du droit à l'environnement sain dans les deux ordres juridiques du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne apparaît singulièrement complexe et composite dans la mesure où elle impose de maîtriser de nombreuses disciplines du droit, séparées, mais néanmoins très perméables. Les droits européens des droits de l'homme et des droits fondamentaux, les droits européens de l'environnement, et enfin les droits institutionnels et matériels tant de l'Union que du Conseil de l'Europe. Devant ces défis, il est important de rester modeste dans la définition des ambitions assignées à cette recherche et à ses limites. Son objet n'est pas de s'ériger en spécialiste dans chaque discipline, prise à part, mais bien plutôt de les conjuguer ensemble aux fins de conclusions que l'on espère pertinentes dans l'exercice particulier de croisement des deux droits européens en matière de droit à un environnement sain. Il est en effet impossible de prétendre maîtriser de manière exhaustive autant de disciplines différentes dont certaines sont caractérisées tant par une technicité extrême, comme c'est le cas de la protection de l'environnement ou encore de la santé et qui dépassent souvent les connaissances juridiques, que par des changements juridiques constants. L'intérêt et la prise en compte minimale du caractère interdisciplinaire des différentes disciplines appréhendées résulte de leur participation corrélative à la reconnaissance et à la mise en œuvre du droit à un environnement sain en Europe. Intérêt de l'étude et considérations méthodologiques. Pourquoi avoir choisi d'étudier le droit à un environnement sain, à la lumière du droit européen ? Plus précisément,
Quel intérêt ou quelle spécificité représente le droit européen pour notre étude par rapport aux autres droits? Le choix d'étudier le droit à un environnement dans un contexte européen est justifié par l'approche inédite offerte par le droit européen en tant que champ d'analyse. En effet, les deux organisations et leurs ordres juridiques respectifs, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, sont deux systèmes qui œuvrent différemment, qui sont animés par des objectifs singuliers, mais qui n'excluent pas pour autant certains rapprochements. Ainsi, le droit à un environnement sain en Europe est le plus souvent appréhendé sous deux angles distincts. D'un côté, l'angle droit de l'homiste, très privilégié par le Conseil de l'Europe qui revendique son rôle de pionnier dans la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. D'un autre côté, l'Union européenne, conçue d'abord comme une union économique et qui est une organisation qui reste fondamentalement animée par des objectifs économiques. Certes, l'UE défend et protège aussi les droits de l'homme, mais l'environnement sain ou le niveau de protection élevé de l'environnement qui constitue son corollaire est plus fréquemment confronté aux libertés fondamentales garanties par l'UE, en particulier la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur. Cette balance entre approche droit de l'homme et approche marché intérieur est très spécifique au droit de l'Union. Le droit européen sera étudié comme étant un ordre juridique, c'est-à-dire un système de normes, qui se subdivise en réalité en deux ordres juridiques distincts. En s'inspirant de la théorie générale du droit du professeur Pierre Moore, le droit européen sera évoqué dans le cadre d'une approche systémique, autrement dit, il sera considéré comme un système, c'est-à-dire comme un processus. Pierre Moore a écrit « Le système est un processus, c'est parce qu'il fonctionne comme processus qu'il se maintient comme système ». Il importe donc de comprendre le mouvement interne par lequel il se définit sa propre identité comme système, relativement autonome, et celui externe, par lequel il puise et restitue les ressources dans son environnement, dans une constante réorganisation. Cela implique que ces éléments ne peuvent se comprendre que dans leurs interrelations, et que sa totalité ne peut se comprendre que comme l'organisation de ces interrelations entre elles, et avec le tout. Le droit européen constitué de ces deux ordres juridiques du Conseil de l'Europe et de l'Union va produire ces normes, en se reproduisant dans son identité. Cette approche systémique du droit européen nous permet d'étudier le droit à un environnement sain en tant que droit issu d'une production de normes ou d'un ensemble de processus, donc d'une dynamique interne et externe propre à chacune des deux grandes organisations. L'objet de cette recherche consistera à s'intéresser à la singularité du droit européen en tant que système de production des normes, animé par les acteurs du droit, juges, institutions et sociétés civiles, et par son activité normative, ainsi qu'à la dynamique respective de chacun de ces deux sous-systèmes, mais aussi à leur influence réciproque. Cette singularité du droit européen à l'environnement sain et sa dynamique méritent d'être appréhendée tant du point de vue de la reconnaissance du droit, que de sa mise en œuvre, dont on verra qu'elle est animée par des ressorts propres à chacune des grandes organisations, mais qui ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. Une telle démonstration oblige à opter pour des méthodes de recherche et d'analyse diverses. Elle implique, en premier lieu, le recours à la méthode essentialiste, dans la mesure où il apparaît nécessaire de revisiter la théorie générale des droits de l'homme dans les particularités du droit européen et appliquée à l'environnement. Elle doit ensuite mobiliser la méthode analytique, puisqu'elle se basera sur l'analyse des arrêts rendus par la Cour EDH et la Cour de justice. Par ailleurs, le recours à la méthode déductive s'impose lorsque dans certains cas, l'étude s'appuiera surtout sur des hypothèses pour en déduire des résultats qui peuvent être vrais ou faux, convaincants ou moins convaincants. C'est dans ce cadre, par exemple, que seront vus les effets d'une éventuelle adhésion de l'UE à la CEDH sur une garantie effective du droit à un environnement sain. Enfin, s'agissant de la méthode comparative visant à dégager l'essentiel des points de ressemblance et de divergence entre les deux systèmes européens, sans être la méthode unique appliquée à la présente recherche, il est évident qu'elle sera présente de manière diffuse, mais aussi argumentée tout au long de la démonstration. En effet, l'objet de cette dernière n'est pas de proposer une simple comparaison dans les deux ordres juridiques européens, à savoir le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, du droit à un environnement sain, mais bien plutôt une analyse,
qui tout en tenant compte des critères de leurs particularités et de leurs interconnexions et influences mutuelles, se veut surtout une réflexion sur la dynamique du droit européen, sur les spécificités de sa contribution à la défense et à la protection du droit à un environnement sain, mais aussi sur leurs limites. C'est dans cette optique que la présente recherche consacrée au droit européen s'articulera autour de la dynamique incontestable de sa reconnaissance du droit à l'environnement sain, partie 1, avant de s'intéresser au bilan mitigé de sa mise en œuvre, partie 2, et ce dans chacun de ces deux sous-systèmes, de l'Union et du Conseil de l'Europe. Partie 1. La reconnaissance dynamique du droit à un environnement sain par le droit européen. La dynamique est un mot grec, dynamikos ou dynamis qui signifie la force. Dans les sciences physiques, le mot est utilisé pour désigner l'étude du mouvement d'un mobile considéré dans ses rapports avec les forces qui en sont les causes. La dynamique d'un système désigne les forces orientées vers un progrès, un développement. Pour cette recherche, il est important d'interroger le droit européen sur son potentiel transformateur. Monsieur Antonio Marzalietano, dans sa thèse sur la dynamique du principe de proportionnalité, souligne deux aspects de ce potentiel transformateur. D'une part, une qualité expansive, qui veut dire la capacité du principe à s'étendre, au lieu de rester dans les confins d'une certaine catégorie bien définie. D'autre part, une qualité transformatrice qui se réfère à sa force de faire subir une mutation au corps dans lequel il s'insère. Le droit à un environnement sain sera étudié à la lumière de cet effet transformateur et mouvementé du droit européen, à travers non seulement le processus de production des normes, mais aussi le pouvoir normatif et créatif des juges européens. Seront donc étudiées deux facettes complémentaires de cette dynamique. D'abord, la reconnaissance dynamique du droit à un environnement qui trouve sa source dans les fondements du droit européen, titre I, et ensuite, la nécessité de consolider cette dynamique par des synergies normatives et jurisprudentielles des deux ordres juridiques européens, titre 2. Titre 1, une dynamique dans les fondements du droit. La reconnaissance du droit à environnement sain doit trouver son origine dans un fondement normatif, et ou jurisprudentiel qui va non seulement déterminer sa place en droit européen des droits fondamentaux et du droit de l'environnement, mais également légitimer tous les moyens, en particulier juridictionnels, pour sa protection. En droit européen, on assiste à une sorte de prolifération normative, selon les expressions de Madame Mireille Delmas-Marty, qui combine l'intervention des acteurs étatiques, des organisations interétatiques et des juges dans le processus de production des normes. Le droit à un environnement sain trouve sa source, en droit européen, dans des fondements normatifs hétérogènes, chapitre 1, qui réunissent à la fois des sources droits de l'homiste, d'une part, et des sources environnementalistes, d'autre part. La reconnaissance de ce droit s'appuie également sur un certain activisme des juges, chapitre 2, de la Cour EDH et de la Cour de justice via des méthodes qui traduisent la singularité de chaque ordre juridique. Chapitre 1, des fondements normatifs hétérogènes. La norme est à la fois un modèle pour agir, et un modèle pour évaluer. Normer les conduites humaines ? Ce serait à la fois les guider, et les juger. Ainsi retrouve-t-on les deux grandes dérivations du mot norme, normalité et normalisation d'une part, normativité d'autre part. La différence ? La normalité renvoie à ce qui est, à une moyenne des comportements, alors que la normativité renvoie à un modèle idéal, à ce qui doit et devrait être. Les deux processus s'enchevêtrent. Si la normativité est au cœur du droit, les processus de normalisation sont aussi présents dans la sphère juridique. Le droit européen se trouve également au cœur de ce croisement entre normalisation et normativité, qui réside dans le caractère hétérogène des fondements du droit européen. L'hétérogénéité est liée à la coexistence entre des fondements environnementalistes et des fondements droits de l'homiste, mais aussi à la nature contraignante et non contraignante des instruments utilisés pour reconnaître le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. Ceci se traduit par la diversité du corpus juridique du Conseil de l'Europe, section I, d'une part, et la contribution du niveau de protection élevé de l'environnement à la reconnaissance du droit à un environnement sain dans l'Union européenne, section 2, d'autre part. Section I. Le droit à un environnement sain, à la lumière du corpus juridique diversifié du Conseil de l'Europe.
Face à la réalité de l'absence d'une reconnaissance explicite du droit à un environnement sain par les instruments conventionnels spécialisés de protection des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe, il est important de s'interroger sur la place attribuée à ce droit dans le cadre du corpus juridique du Conseil de l'Europe, à savoir les instruments conventionnels, 1, et la soft law, 2. 1. L'étude du droit à un environnement sain via les instruments conventionnels du Conseil de l'Europe. Aucune des conventions adoptées sous les auspices du Conseil de l'Europe ne reconnaît d'une manière explicite le droit de l'homme à l'environnement. Pourtant, le Conseil de l'Europe a pu élaborer des instruments conventionnels dans le domaine de la protection de l'environnement, A, et dans le domaine de la protection des droits de l'homme, B, qui participent d'une manière différenciée à la préparation d'un terrain fertile pour la reconnaissance d'un droit à un environnement sain. A. Vers la reconnaissance d'un droit à un environnement sain dans les accords internationaux de protection de l'environnement. Il n'est pas surprenant qu'une convention conclue dans le domaine de la protection de l'environnement ne reconnaisse pas explicitement le droit de l'homme à l'environnement. Son objet est essentiellement la protection de l'environnement, et non pas celle des droits de l'homme. En dépit de cette observation, les conventions de protection de l'environnement adoptées sous l'égide du Conseil de l'Europe se réfèrent à l'être humain en tant que centre de l'action environnementale. Les différentes activités environnementales touchant au paysage, à la faune, à la flore, au patrimoine naturel, à la diversité biologique prennent en considération, sans exception, la qualité de vie de l'être humain. Les instruments conventionnels environnementaux du Conseil de l'Europe connaissent un cheminement vers une prise en compte des droits de l'homme, suivant des objets divers comme la conservation de la vie sauvage, la responsabilité civile en matière environnementale, la protection de l'environnement par le droit pénal, l'approche territoriale et paysagère, etc. De ce fait, l'environnement acquiert une dimension large dans le droit du Conseil de l'Europe. Il dépasse la protection de la santé humaine, d'où l'expression environnement sain, pour englober toutes les composantes environnementales physiques, naturelles, culturelles et matérielles. Cette appréhension large de l'environnement par le droit du Conseil de l'Europe est illustrée par 3 volets. D'abord, la prise en compte des droits environnementaux de l'homme dans les conventions de protection de l'environnement, 1. Ensuite, la dimension territoriale et paysagère du droit à un environnement sain, 2. Et enfin sa dimension culturelle, 3. 1. La prise en considération des droits de l'homme dans les conventions de protection de l'environnement. L'intégration des préoccupations relatives à la protection des droits de l'homme dans les conventions de protection de l'environnement du Conseil de l'Europe se manifeste, d'abord, à travers la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. La Convention reconnaît une place importante non seulement aux générations actuelles, mais également aux générations futures, en affirmant dans son préambule que la faune et la flore sauvage constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, recréatrice, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures. Pour ce faire, il pèse sur les parties contractantes une obligation générale édictée dans l'article 3 paragraphe 3, qui est celle d'encourager l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvage ainsi que leurs habitats. En outre, un droit de se faire représenter par des observateurs aux réunions du comité permanent, organe chargé de la mise en œuvre de la Convention de Berne, est attribué à tout organisme ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection de l'environnement, selon l'article 13 paragraphe 3 de ladite Convention. Le comité rend un rapport après chaque réunion au comité des ministres du Conseil de l'Europe, sur les travaux et la bonne application de la Convention. Mis à part la prise en considération de l'homme au centre de la protection du milieu naturel, cette ambiance est aussi présente dans le cadre de la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, connue sous le nom de la Convention de Lugano. L'objet de cette convention est d'assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement, et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état. Quand elle définit la substance dangereuse, dans le cadre de l'article 2 paragraphe 2,
La Convention se fonde sur un élément essentiel qui est le risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. La réparation du dommage causé par les activités dangereuses ne concerne pas seulement les dommages causés à l'environnement, entendus dans un sens large, mais également les dommages causés à l'homme comme le décès ou des lésions corporelles. Un accès large à l'information environnementale est en outre attribué à toute personne physique ou morale. Deux détails méritent une attention particulière. D'une part, la personne intéressée n'est pas obligée de faire valoir un intérêt, ce qui signifie que l'accès à l'information environnementale est ouvert aux victimes d'une violation ainsi qu'aux personnes non touchées par la violation de l'une des dispositions de la Convention. D'autre part, les sujets détenteurs de l'information environnementale sont variés. En effet, la personne intéressée peut accéder aux informations détenues par les autorités publiques, les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et les exploitants qui détiennent des informations spécifiques sur l'environnement. La Convention offre un accès complet à l'information. L'accès de la victime à l'information détenue par les autorités publiques est surtout complété par un accès à l'information détenue par l'exploitant qui peut voir sa responsabilité engagée. Le rapport explicatif de l'article 16 de la Convention de Lugano précise que cette possibilité est destinée à permettre à la victime de réunir les éléments qui lui permettront de déterminer si elle peut agir en justice. Conscient du fait qu'une arme de dernier recours s'avère nécessaire pour décourager et punir les comportements les plus nuisibles pour l'environnement, le Conseil de l'Europe adopte la Convention relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Ladite convention veut protéger, comme l'indique son préambule, la vie et la santé des êtres humains, le milieu naturel ainsi que la flore et la faune par tous les moyens possibles. D'après son article 2, sont qualifiés d'infractions pénales le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes, ou créent un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes. Deux indices déduits de la lecture du préambule et de l'article 2 contribuent à la reconnaissance indirecte d'un droit à l'environnement par le biais du droit pénal. Premièrement, la Convention place l'être humain au centre de la qualification de l'infraction pénale. Il est l'élément déterminant, en tenant compte des lésions causées, de l'absence ou de la présence d'une infraction pénale dans le domaine de la protection de l'environnement. Deuxièmement, l'article 2 de la Convention intègre l'intéressante notion de risque. L'introduction du risque, dans l'identification des infractions pénales élargit sans aucun doute les cas pouvant être considérés comme atteintes dangereuses aux personnes. Ces dernières, qu'elles soient présentées par des associations ou des ONG, bénéficient, selon l'article 11, d'un droit à participer dans les procédures pénales concernant les infractions établies en conformité avec la présente Convention. D'où la mise en place d'un droit procédural en matière environnementale, sous l'angle du droit pénal. Le rapport explicatif précise que cette autorisation pour les ONG de participer aux procédures relatives à l'environnement se justifie par le fait que le droit pénal dans le domaine de l'environnement protège des intérêts de nature essentiellement collective. En effet, les diverses formes de pollution sont susceptibles d'affecter l'intérêt non seulement d'individus isolés, mais aussi de groupes de personnes. Néanmoins, il convient de souligner que la réalisation de ce droit est conditionnée par le caractère volontaire de l'article 11, puisque l'État peut leur accorder ce droit comme il peut ne pas le prévoir. Cette question est laissée à la discrétion du législateur national. 2. La dimension territoriale et paysagère dans la protection des droits de l'homme à l'environnement. Si le rapport entre droits de l'homme à l'environnement, protection de l'environnement et protection de la santé humaine est fréquent, le rapport entre droits de l'homme à l'environnement et territoire demeure assez particulier. L'homme est de nouveau au centre des instruments destinés, à la base, à la gestion du territoire. Comme l'a bien exprimé la déclaration de Ljubljana, le territoire est un système complexe, comprenant non seulement des espaces urbanisés, ruraux et autres, comme des terrains industriels, mais aussi la nature dans son ensemble et l'environnement dans lequel vivent les êtres humains. C'est le support et le cadre indispensable de l'établissement et de l'activité de l'homme, et par conséquent la base du développement durable. Dans ce sens,
Les composantes naturelles et humaines de l'environnement sont deux éléments indispensables du territoire. Cette dimension s'illustre, en particulier, à travers la Convention européenne du paysage ayant pour objet la protection, la gestion et l'aménagement des paysages, et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine. Ces objectifs semblent de prime abord très vagues et sans rapport avec les droits environnementaux. Or, une lecture attentive de la Convention témoigne du contraire. En effet, le paysage acquiert une signification très particulière. Il est défini comme étant à la fois une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne, et un élément important de la qualité de vie des populations. La sauvegarde de ces éléments du paysage impose aux États de le reconnaître juridiquement en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations. Ceci implique un nombre d'obligations générales qui pèsent sur les États, parmi lesquelles figure l'obligation de mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage. Ainsi, le droit de l'homme à l'environnement se trouve reconnu indirectement à travers son droit au paysage qui est à la fois son milieu vital et son espace d'identification, son droit à la réduction des atteintes à l'environnement et son droit procédural à participer dans la réalisation des politiques du paysage. La gestion démocratique du territoire n'est pas, en réalité, une novation de la Convention européenne du paysage, mais elle a déjà fait l'objet de la Charte européenne de l'aménagement du territoire adoptée par la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire. Quand elle définit les caractéristiques de l'aménagement du territoire, la Charte reconnaît que l'homme et son bien-être ainsi que son interaction avec l'environnement sont au centre de toute préoccupation de l'aménagement du territoire, dont le but est de lui offrir un cadre et une qualité de vie assurant l'épanouissement de sa personnalité dans un environnement organisé à l'échelle humaine. La démocratie territoriale ressort, d'abord, du préambule de la Charte considérant que tous les citoyens européens doivent avoir la possibilité de participer, dans un cadre institutionnel approprié, à la mise en place et à l'application de toute mesure d'aménagement du territoire, et ensuite exigeant que l'aménagement du territoire doive être démocratique en assurant la participation des populations concernées et de leurs représentants politiques. Ce droit à la participation est complété par un droit à l'information de la population, de manière claire et compréhensible à tous les stades du processus de planification et dans le cadre des structures et procédures institutionnelles. La Charte européenne de l'aménagement du territoire n'est pas isolée des autres instruments normatifs du Conseil de l'Europe. Selon le secrétaire général du Conseil de l'Europe en 1983, Franz Karasek, cette charte complète la liste des textes généraux du Conseil de l'Europe, son objectif étant de définir les lignes directrices pour les politiques nationales et européennes, assurant aux Européens un environnement sain et de haute qualité. Suivant une dimension territoriale et paysagère, le droit à l'environnement, conçu sous cet angle, quitte son aspect limité et systématiquement lié à la protection de la santé pour s'attacher à promouvoir le droit à un environnement sain, riche de sa diversité biologique et paysagère. On souligne que le protocole portant amendement à la Convention européenne du paysage ouvert à la signature des États parties à ladite Convention le 1er août 2016, ajoute au préambule un nouveau paragraphe, souhaitant que les valeurs et principes énoncés par la Convention puissent également s'appliquer à des États non européens qui le souhaiteraient. Cet ajout montre l'importance du paysage à l'échelle mondiale en tant que composante de la vie des êtres humains. Le Conseil de l'Europe souhaite permettre aux États non européens d'adhérer à la Convention, d'où la modification de son titre, comme suit : Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage. La protection du paysage et la coopération entre les États ne sont plus des objectifs européens, mais plutôt des préoccupations mondiales. L'importance de réaliser une coopération entre les États européens et les États non européens a déjà fait l'objet d'une convention cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales qui inclut la protection de l'environnement parmi les objectifs à réaliser. 3. La dimension culturelle du droit à un environnement sain.
La Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société intègre l'environnement parmi les valeurs du patrimoine culturel à protéger. Ce dernier est défini, dans l'article 2, comme un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps, entre les personnes et les lieux. Le rapport explicatif de la dite Convention-cadre considère que le patrimoine culturel dépasse la simple perception historique de l'environnement pour recouvrir essentiellement ses aspects matériels, d'où le rapport entre environnement, patrimoine et qualité de vie, prévu dans l'article 8 de la Convention-cadre. La concrétisation de ce lien oblige les États à utiliser tous les aspects patrimoniaux de l'environnement culturel pour promouvoir une approche intégrée des politiques relatives à la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère visant un équilibre entre ces composantes, d'une part, et à faciliter l'accès à l'information et la participation du public dans la protection et la conservation du patrimoine, d'autre part. B. Vers la reconnaissance d'un droit à un environnement sain via les instruments de protection des droits de l'homme. En parlant des instruments conventionnels de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, on se réfère notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH, d'une part, et à la Charte sociale européenne, CSE, d'autre part. La CEDH ne fait aucune allusion, explicite ou tacite, à l'environnement dans aucun de ses articles. La Charte sociale européenne, elle aussi, ne se réfère pas explicitement à l'environnement. Un des spécialistes de la jurisprudence environnementale de la Cour EDH, le professeur Jean-Pierre Marguenot, explique ce laconisme des textes du Conseil de l'Europe en écrivant « Lorsque le Conseil de l'Europe a été institué par le traité de Londres, il y avait tellement à reconstruire que nul ne se préoccupait encore de la protection de l'environnement. Il ne faut donc pas s'étonner si ces deux instruments ne font pas à l'environnement l'aumône de la plus petite allusion. Néanmoins, si la Charte sociale européenne n'a pas cité expressi verbis le droit à un environnement sain dans ses articles, il se cache derrière la connotation sociale des droits qu'elle protège, une allusion indirecte aux droits de l'homme à un environnement sain au travers du droit à la santé reconnu dans l'article 11 de la Charte. Bien avant sa révision en 1996, le texte original de 1961 de la Charte reconnaît dans sa partie 1, parmi les droits et principes de la Charte, le droit de tous les travailleurs, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, ainsi que le droit de toute personne, de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre. Dans sa partie 2, la Charte de 1961 comporte deux articles intimement liés sur le fond et qui précisent les devoirs des États dans deux matières. D'un côté, les obligations des États en vue d'assurer le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, prévues par l'article 3, et d'un autre côté, leurs obligations pour garantir le droit à la protection de la santé, prévues par l'article 11. En 1988, le protocole additionnel à la Charte sociale européenne a insisté sur la prise de nouvelles mesures propres à élargir la protection des droits sociaux, garantis par la Charte. Puis le protocole d'amendement de 1991 franchit une étape plus avancée, prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte. Après la révision de la Charte en 1996, l'objectif de renforcer la protection des droits sociaux est devenu plus clair. Le préambule met l'accent sur l'amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être de toutes les catégories, des populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées. En outre, le lien entre santé et droits des travailleurs à l'hygiène et à la sécurité consacré dans l'article 3 est devenu plus détaillé et plus étroit. L'article 11, quant à lui, a gardé sa formulation, mais a commencé à susciter l'attention d'une grande partie de la doctrine sur sa relation avec le droit de l'homme à un environnement sain. Le dit article reconnaît à toute personne le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre. Le droit à la protection de la santé impose aux parties contractantes une série d'obligations à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées.
L'exercice effectif du droit à la santé nécessite de la part des États la prise de mesures tendant 1. À éliminer les causes d'une santé déficiente, 2. À prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé, 3. À prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents. Le droit de l'homme à un environnement sain trouve une reconnaissance médiate grâce à une lecture large de l'article 11 de la Charte sociale européenne, qui fera l'objet d'une étude approfondie quant à son fondement et quant à la surveillance exercée par le Comité européen des droits sociaux, Comité EDS, organe de contrôle de la conformité du droit et de la pratique des États à la dite charte. Sans rentrer dans les détails, on souhaite souligner que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution dans laquelle il demande aux États de donner une très large application aux dispositions de la charte qu'ils ont acceptées. L'interprétation de l'article 11, telle que présentée dans les conclusions du Comité européen des droits sociaux, classe les atteintes environnementales parmi les causes d'une santé déficiente. Chaque dispositif sanitaire mis en place par les États, en vue d'appliquer l'article 11, doit nécessairement inclure des mesures générales tendant notamment à la réduction des risques liés à l'environnement. Dans certaines de ces conclusions ayant trait à la protection du droit à la santé, le comité EDS impose aux États signataires de la charte une série d'obligations dans le domaine de l'environnement, notamment l'adoption de dispositions particulières pour prévenir la pollution de l'air au niveau local, et conformément au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, l'évaluation des risques sanitaires par une surveillance épidémiologique des populations concernées, la protection de la population contre les accidents nucléaires et l'élaboration des mesures de prévention par la voie de l'étiquetage, et des mesures de surveillance de l'apparition des maladies d'origine alimentaire. À la lumière des instruments conventionnels de protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il convient de dégager 3 remarques. D'abord, l'absence d'une reconnaissance expresse du droit à un environnement sain dans ces instruments n'est pas un signe de son ignorance. La prise en considération de l'aspect droit de l'homiste dans différents domaines d'action de l'organisation témoigne d'une volonté des organes du Conseil de l'Europe de s'aligner sur un mouvement européen et mondial qui défend la nécessité de protéger l'homme dans son environnement naturel, paysager, humain et culturel. Ceci est surtout manifeste dans l'ouverture de certaines conventions à l'adhésion des États non européens. Le droit contraignant environnemental du Conseil de l'Europe peut alors servir de modèle en dehors de l'Europe. Ensuite, la présence du droit à un environnement sain dans les instruments conventionnels environnementaux se caractérise par une dynamique double. D'une part, une dynamique quant à la nature de l'instrument utilisé. En effet, l'objectif de garantir à l'homme un environnement sain et de qualité est tantôt édicté dans une convention cadre, tantôt dans une charte, et tantôt dans une convention. Cette variation terminologique n'est pas vaine. Les effets qu'engendre chaque instrument sont différents. Les conventions cadres, par exemple, se bornent à énoncer un certain nombre de dispositions programmes fixant des objectifs que les États s'engagent à atteindre. Leur mise en œuvre est assurée essentiellement par des mesures nationales, ou par des accords bilatéraux. En effet, les dispositions de la Convention cadre n'étant pas suffisamment précises pour être directement applicables, les États disposent d'une marge d'appréciation importante pour adapter leur législation à leur particularisme national. C'est le cas de la Convention cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ou de la Convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Cette souplesse est atténuée par le recours aux conventions, qui prévoient pour la plupart d'entre elles, un mécanisme de suivi. Tel est l'exemple du comité permanent chargé du suivi du respect des dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Pourtant, ce comité n'a pas un pouvoir de sanction, mais rend en particulier des rapports. Cette flexibilité du système conventionnel est apparue comme une concession essentielle faite aux États pour les inciter à ratifier ces instruments. Elle leur permet d'ajuster l'étendue de la protection garantie en fonction de leur situation particulière et de tenir compte des coûts entraînés par les dispositions appliquées.
La souplesse de ces mécanismes retenus a ainsi pour effet de faciliter l'acceptation des conventions des États membres, notamment dans des domaines aussi sensibles que l'environnement. Cela signifie que le manquement d'un État à l'un de ses engagements en matière procédurale, comme le droit à l'information de la population concernée sur des questions environnementales ou leur droit à la participation au processus décisionnel de l'aménagement du territoire, ne peut pas faire l'objet d'une sanction par le mécanisme prévu par la Convention. Ce type de surveillance est destiné à suivre, à accompagner leur mise en œuvre les conventions par les États, et à recueillir toutes les informations nécessaires à cet effet. Le mécanisme de suivi ne cherche pas à sanctionner un État qui viendrait à manquer à l'un des objectifs fixés par la Convention, mais vise plutôt à l'encourager à exécuter correctement ses engagements. D'autre part, la dynamique concerne aussi le contenu des droits environnementaux reconnus par les conventions de protection de l'environnement du Conseil de l'Europe. Bien que les sujets traités soient variés, paysage, responsabilité civile, aménagement du territoire, etc., le droit à un environnement sain est essentiellement présent par l'entremise des droits procéduraux à l'information et à la participation. Le Conseil de l'Europe ne se contente pas d'affirmer l'importance des droits procéduraux environnementaux dans des conventions destinées à protéger l'environnement. Il l'a également fait en adoptant la Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics, premier instrument international contraignant qui reconnaît un droit général d'accès aux documents publics détenus par les autorités publiques. Ladite convention est ouverte à la signature non seulement des États européens, mais également à l'adhésion des États non membres et de toute organisation internationale. Comme l'indique son préambule, l'élaboration des dispositions de la Convention sur l'accès aux documents publics s'est inspirée, entre autres, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Il est difficile, voire rare, de rencontrer dans les instruments conventionnels étudiés une disposition qui garantit clairement un droit à un air non pollué ou un droit à un environnement équilibré. La difficulté de saisir un contenu matériel propre au droit à un environnement sain génère une dynamique incomplète du droit européen que l'on ne saurait contester tout en le regrettant. Le droit à un environnement sain ne peut pas se concevoir uniquement sous un aspect procédural. L'idéal serait sans doute de pouvoir définir un droit substantiel, mais en attendant, la protection offerte par les droits procéduraux permet de combler cette lacune. Quid du rôle de la soft law du Conseil de l'Europe ? Le droit à un environnement sain dans la soft law du Conseil de l'Europe. Selon qu'il s'agisse de recommandations, de résolutions, de déclarations ou de décisions, la nature de ces textes émanant des organes du Conseil de l'Europe reste non contraignante. Leur caractère de soft law les classe dans une catégorie inférieure aux instruments conventionnels du Conseil de l'Europe. La soft law désigne des règles dont la valeur normative serait limitée soit parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement obligatoires, soit parce que les dispositions en cause, bien que figurant dans un instrument contraignant, ne créeraient pas d'obligation de droit positif ou ne créeraient que des obligations peu contraignantes. Cette étude va porter sur la première catégorie de la définition, c'est-à-dire l'étude des règles à valeur normative limitée et qui sont contenues dans des instruments sans force juridique obligatoire. Pourtant, les règles de non-droit contribuent remarquablement, en particulier quand il s'agit des questions environnementales, à la construction d'un consensus entre les acteurs du droit et de la société civile. Compte tenu de son caractère souple ainsi que de son appartenance à un amont pré-juridique, pré-normatif, la soft law est très utile pour créer une dynamique normative au sein du système juridique. En effet, au sein du Conseil de l'Europe, les règles non contraignantes ont un rôle déterminant dans la construction d'une conscience européenne en faveur de la reconnaissance d'un droit à un environnement sain, considéré comme un processus à finalité normative. Une règle de soft law serait cependant susceptible, pour les défenseurs de cette expression, d'aboutir par l'accumulation convergente des prétentions normatives à la constitution d'une norme nouvelle ayant un caractère juridiquement obligatoire. Pourtant, tel n'a pas été le résultat des débats, en demi-teinte, sur l'adoption d'un protocole additionnel à la CEDH sur le droit de l'homme à un environnement sain, b.
a le rôle déterminant de la soft law dans la construction d'une conscience européenne, en faveur de la reconnaissance d'un droit à un environnement sain. Le poids des textes émanant des organes du Conseil de l'Europe dans la construction progressive d'un droit à un environnement sain ne doit être en aucun sens marginalisé. Les organes du Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire, Comité des ministres, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, etc., sont tous conscients de la place importante qu'occupe le droit à un environnement sain à côté des autres droits de l'homme déjà reconnus par la CEDH. Ces organes ont pu développer une conscience européenne, traduisant un consensus politique sur le caractère sérieux des questions relatives à l'environnement dans ses relations avec les droits de l'homme. Ceci s'est traduit par 2 volets. Le volet matériel de la soft law environnementale d'abord, 1, et son volet procédural, ensuite 2. 1. Le volet matériel de la soft law, dans le domaine de l'environnement. La lecture de certaines recommandations adoptées par les organes du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'environnement permet de constater une consécration expresse d'un droit de l'homme à un environnement sain. Il convient de citer comme exemple la résolution 1816-2011 au sujet des risques sanitaires des métaux lourds et d'autres métaux qui parle dans ses paragraphes 2 et 4 d'un droit à un environnement sain pour chaque personne, et la recommandation relative à la politique de l'environnement en Europe ayant évoqué le droit des êtres humains à un environnement sain, qui ne peut être garanti que par la coopération internationale ou par la protection des consommateurs en leur assurant une information exhaustive et transparente sur les produits mis sur le marché ou utilisés par les entreprises. La mention expresse du droit en cause est suivie, dans certaines dispositions de soft law, tantôt d'une précision de son contenu matériel et tantôt d'une précision des obligations étatiques dans un but de garantir sa mise en œuvre. D'abord, il y a une reconnaissance expresse du droit de l'homme à respirer un air pur et de consommer une eau propre. À l'occasion de l'examen de la politique de l'environnement en Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par la voix de sa commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, a affirmé, dans son rapport, que les hommes ont aussi le droit de respirer un air pur, de consommer de l'eau propre et des produits cultivés sur des sols non pollués. Ceci est confirmé par la reconnaissance d'un droit fondamental à une eau salubre, dans la résolution 1957-2013 sur la sécurité alimentaire, un défi permanent qui nous concerne tous. Ensuite, tout en recommandant d'établir une charte et une convention européenne sur la protection de l'environnement et du développement durable dans les années 90, l'Assemblée parlementaire a fait référence au droit à l'environnement sous différents aspects, notamment la santé, le bien-être et les générations futures. La recommandation 1130-1990 évoque le droit fondamental à un environnement et à des conditions de vie propres. Ce droit est complété par le devoir qui pèse sur chaque citoyen européen et tout État européen contractant, de préserver et de protéger l'environnement dans l'intérêt de la santé et du bien-être de tous les peuples qui vivent en Europe et ailleurs, et dans celui des générations présentes et futures. Le bien-être des êtres humains est, selon la résolution 2023-2014, un droit qui comprend des aspects sociaux, économiques et environnementaux, tout autant que des aspects civils et politiques. La dimension sanitaire a été aussi un sujet central en matière de prévention des risques dans divers domaines. D'une part, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, CPLRE, a montré l'intérêt de la mise en œuvre des politiques publiques intégrées en matière de santé et d'environnement en vue d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Dans le domaine de gestion des déchets, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux a demandé aux États membres du Conseil de l'Europe de renforcer les normes préventives de protection de la population, puisque les déchets ont un impact considérable sur la santé de l'homme, sur la nature et sur les ressources de la planète. D'autre part, l'Assemblée parlementaire et le Comité des ministres se sont intéressés aux dangers de l'amiante pour les travailleurs et l'environnement, en affirmant que même une exposition à de faibles doses d'amiante comporte des risques sérieux pour la santé. Puis, dans une autre recommandation en date de 2009 intitulée « Environnement et santé, mieux prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement », l'Assemblée parlementaire a invité les États membres
à promouvoir les effets positifs sur la santé d'un environnement de bonne qualité et à reconnaître les effets négatifs sur la santé pouvant résulter d'un environnement de qualité médiocre. À travers 2 autres recommandations et une déclaration convenant respectivement aux émissions de particules fines et santé humaine, pollution sonore et lumineuse, et droit à un environnement sain exige un nouveau modèle énergétique, l'Assemblée parlementaire a évoqué le droit à l'environnement sous son aspect sanitaire. Elle a d'abord affirmé que les émissions de particules fines entraînent une pollution de l'air dangereuse pour la santé. Ensuite, elle a qualifié la pollution sonore et lumineuse des agressions sérieuses pour l'homme et l'environnement. Enfin, elle a insisté sur la nécessité d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables, nécessaire aussi bien en raison de l'épuisement des ressources fossiles et du réchauffement climatique que pour éviter de tels accidents, et réaffirme le droit de l'homme à un environnement sain. 2. Le volet procédural de la soft law dans le domaine de l'environnement. Le volet procédural du droit de l'homme à l'environnement occupe aussi un intérêt notable dans la soft law du Conseil de l'Europe. La dimension procédurale environnementale exprime une sorte d'éducation à l'environnement, car elle consiste à apprendre aux personnes concernées à gérer et à exploiter les connaissances acquises. Le caractère de soft law des textes du Conseil de l'Europe n'enfreint pas le degré de leur implication dans l'affirmation régionale et internationale des droits procéduraux environnementaux. Bien au contraire, la soft law fait preuve d'une volonté de se conformer aux règles et principes internationaux en la matière. Ce n'est pas seulement avec la Convention de Berne que ces principes se sont affirmés. La recommandation 1330-1991, relative au projet de charte européenne du bassin du Danube, fait de information et de la participation des principes directeurs du projet. Les droits procéduraux à l'environnement trouvent donc leurs échos dans les actes des organes du Conseil de l'Europe dans des champs différents. Dans sa décision sur la gestion durable des zones côtières, le Comité des ministres a mis à la charge des États une obligation d'information du public, de tout projet de plan et de réglementation générale concernant les zones côtières. Le public devra être autorisé à exprimer son opinion sur les plans et réglementations générales par écrit ou à l'occasion d'auditions publiques avant leur adoption définitive. De même, suivant la loi modèle sur la protection de l'environnement, adoptée par un groupe d'experts indépendants dans le cadre du programme de coopération du Conseil de l'Europe avec les pays d'Europe centrale et orientale en 1994, ladite loi a réservé un titre VI au droit du public à l'information et à la participation à la protection de l'environnement. Sous l'angle de l'aménagement du territoire et du développement durable, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la Conférence des ministres responsables de l'aménagement du territoire, CEMAT, ont occupé un rôle de premier rang dans la reconnaissance d'un droit procédural de l'homme à un environnement sain. La conférence permanente du CEMAT sur l'environnement et la participation a encouragé la promotion de la consultation de la population, par le truchement d'associations représentatives au sein du Comité économique et social, avant l'adoption de toute mesure qui aurait des répercussions sur l'environnement. Lors de sa 15e session plénière en date de 2010, la CEMAT a mis l'accent sur la participation et la mobilisation des populations dans les politiques de développement durable et d'aménagement du territoire. Bien que le droit de l'homme à un environnement sain soit reconnu via un droit souple sans valeur juridique obligatoire, il a néanmoins pu s'affirmer à travers un consensus de la soft law du Conseil de l'Europe. Lorsqu'il se prononce sur le droit à un environnement sain, les organes du Conseil de l'Europe ont un seul discours unificateur qui vise essentiellement la prise en compte du dit droit dans toutes les politiques de l'organisation. Le droit en cause est même reconnu expressis verbis dans la soft law, contrairement à sa reconnaissance dans les instruments conventionnels. La soft law représente donc des règles de bonne conduite que les États membres du Conseil de l'Europe, en tant que destinataires de la règle, sont incités à appliquer. Toutefois, le consensus de ces organes sur la nécessité de protéger l'homme dans son environnement s'est particulièrement développé dans un contexte environnemental plutôt que droit de l'homiste. Le droit à un environnement sain est ainsi évoqué quand le Conseil de l'Europe s'intéresse à la politique environnementale européenne, au développement durable,
à l'aménagement du territoire et au droit à l'information et à la participation dans la gestion du territoire. Même lorsque les ombudsmans régionaux ont proposé d'enquêter sur les violations possibles des droits environnementaux, ils ont fait cette recommandation dans le cadre de l'élargissement de leurs compétences en matière d'environnement. Ils ont bien mentionné qu'ils agissent quand l'État n'assure pas comme il convient la protection de l'environnement, élément essentiel de la protection des droits de l'homme. La concentration de la reconnaissance du droit à l'environnement dans un contexte purement environnemental traduit une prudence des organes du Conseil de l'Europe qui évite, volontairement ou intentionnellement, de traiter la question sous un angle droit de l'homiste. La preuve est qu'au moment où les organes du Conseil de l'Europe ont intégré l'environnement dans des débats sur la protection des droits de l'homme, le consensus politique est devenu quasiment absent. B. Des débats en demi-teinte sur l'élaboration d'un protocole additionnel à la CEDH sur le droit de l'homme, à un environnement sain. La question qui consiste à reconnaître formellement et expressément le droit à un environnement sain dans un texte juridique relatif à la protection des droits de l'homme n'est pas récente. Bien avant les recommandations de l'Assemblée parlementaire sur ce sujet à partir des années 2000, les tentatives d'admettre un droit à un environnement sain comme un droit de l'homme se sont multipliées au sein du Conseil de l'Europe, avec différents adjectifs qualifiant le droit de l'homme à l'environnement. Ainsi, en 1970, la Conférence européenne sur la conservation de la nature organisée à Strasbourg a proposé l'élaboration d'un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à chacun le droit de jouir d'un environnement non dégradé. En 1972, lors de l'étude des propositions pour un programme à court et à moyen terme du Conseil de l'Europe dans le domaine général des droits de l'homme, la Conférence parlementaire sur les droits de l'homme a proposé d'examiner, s'il y a lieu d'ériger en un droit de l'homme le droit à un environnement décent, et d'élaborer un instrument juridique approprié garantissant ce nouveau droit. Ces propositions ont été reprises sans résultat, dans la recommandation 720-1973. Le professeur Steger et son équipe ont aussi préparé un projet d'un protocole additionnel à la CEDH, qui vise à formaliser la présence de l'environnement dans le texte de la Convention par le biais d'un protocole. Il s'agit de tentatives spontanées sans unanimité sur l'adjectif attribué aux droits de l'homme à l'environnement, décent, non dégradé ou sain. L'Assemblée parlementaire a constaté dans sa recommandation 1431-1999 que la Convention pourrait comprendre le droit à un environnement sain et viable au nombre des droits fondamentaux de la personne. Par conséquent, il a confié aux instances appropriées du Conseil de l'Europe le soin d'examiner la faisabilité d'un amendement ou d'un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, concernant les droits de l'individu à un environnement sain et viable. Dès les années 2000, les débats sont devenus plus explicites sur le protocole additionnel à la CEDH. Le président de l'Assemblée parlementaire, à l'occasion de la 4e session plénière de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, a affirmé qu'il s'est fixé comme un des objectifs de sa présidence d'intégrer le droit à un environnement sain dans la Convention européenne des droits de l'homme par le biais d'un protocole additionnel. Encore faut-il que les organes du Conseil de l'Europe soient en mesure de mettre en place un tel objectif. Si la reconnaissance d'un droit à un environnement sain est le résultat d'un consensus politique dans la soft law du Conseil de l'Europe, elle ne bénéficie pas du même consensus dans les débats sur l'élaboration d'un protocole additionnel. Ce dernier reste un sujet d'hésitation permanente au sein du Conseil de l'Europe, qui met en jeu le comportement à la fois audacieux et prudent de ses organes. En effet, l'Assemblée parlementaire a demandé au Comité des ministres de reconnaître le droit à un environnement en tant que droit de l'homme dans un protocole additionnel qui soit annexé à la CEDH. En réponse à cette recommandation intitulée « Environnement et droits de l'homme », le Comité des ministres s'est contenté de demander au Comité directeur des droits de l'homme, CDDH, de rédiger un instrument approprié comme des lignes directrices ou un manuel, récapitulant les droits tels qu'ils sont interprétés dans la jurisprudence de la Cour. Le CDDH, quant à lui, a estimé que l'élaboration du dit protocole ne paraît pas être une mesure adaptée notamment au regard de la jurisprudence de la Cour EDH qui est déjà contraignante pour les États parties.
Il a aussi relevé que plusieurs États membres ont déjà inclus dans leur constitution des dispositions sur la protection de l'environnement, sous la forme d'un droit à ou d'un objectif d'État. S'ajoutent aux justifications présentées par le Comité directeur des droits de l'homme, celles qui sont avancées par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire. Cette dernière préfère baser ses motifs sur des arguments purement juridiques. Selon la Commission, l'insertion d'un tel droit dans la Convention par le biais d'un protocole additionnel pourrait se révéler contre-productive. La Commission a développé une série d'arguments qui sont discutables, résumés en 3 axes. Le premier consiste à dire que le droit à un environnement sain, avant de pouvoir être garanti par la CEDH, devrait être développé et clarifié par les législations nationales. Ceci paraît logique puisque les droits nationaux ne sont pas unanimes, surtout sur la détermination matérielle du droit à un environnement sain. Néanmoins, il ne faut pas omettre qu'il existe un consensus entre les États sur l'importance de protéger l'homme dans son environnement. En témoigne le nombre croissant des constitutions reconnaissant explicitement ce droit sous forme d'un droit subjectif. Le deuxième point est intimement lié à la nature de la CEDH. Pour la Commission, bien que la CEDH ait très bien réussi à faire avancer la protection d'un ensemble de droits de l'homme en Europe, elle n'en est pas pour autant un instrument adapté à toutes les formes de droit. Elle a été conçue pour un ensemble restreint de droits, dont il a été spécialement tenu compte pour élaborer ces mécanismes. Elle n'est pas structurée de manière à pouvoir assurer la protection de tous les droits protégés par les instruments internationaux. Cet argument n'est pas très convaincant. Certes, la CEDH est conçue à la base pour reconnaître des droits civils et politiques, néanmoins rien n'empêche qu'elle soit complétée par un protocole additionnel reconnaissant un nouveau droit en dehors de la sphère des droits classiques de l'homme. Le dernier point met en relief les conséquences de l'élaboration d'un protocole additionnel sur la charge de travail de la Cour EDH. Dans cette situation, on se demande que peut faire la Cour de Strasbourg, déjà surchargée, si un citoyen se plaint de la pollution de l'air ou de l'eau dans son pays, en invoquant à l'encontre de l'État défendeur son droit général à un environnement sain. Toute personne ayant connaissance d'une source de pollution non contrôlée doit-elle pouvoir former une requête, qu'elle ait ou non subi un préjudice? Cet argument est faible puisque la Cour EDH n'accepte que les requêtes qui satisfont aux critères de recevabilité des requêtes prévus par l'article 35 de la CEDH. La Cour EDH procède à un examen minutieux du dit article, avant de passer à l'examen de l'existence d'une violation ou non de l'article invoqué par le requérant. En dépit de ces arguments de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, cette dernière a de nouveau évoqué la question d'un protocole additionnel à la CEDH en se basant sur 2 conjonctures: les défis posés par le changement climatique et les migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux. Sous l'angle de la première, l'Assemblée parlementaire a affirmé que le changement climatique peut avoir des implications sur la jouissance des droits fondamentaux universellement reconnus, et a invité le Comité des ministres à étudier les liens entre le changement climatique et la situation des droits de l'homme en Europe, y compris le rôle que peuvent jouer les instruments en matière de droits de l'homme pour le renforcement des politiques internationales dans le domaine du changement climatique. Sans beaucoup attendre, elle a adopté la même année une autre recommandation sur l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un environnement sain, dont l'intitulé est révélateur de l'opiniâtreté acharnée de l'Assemblée parlementaire. Pour elle, l'interconnexion entre l'environnement et les droits de l'homme met clairement en exergue leur interdépendance et leur indivisibilité et rend donc nécessaire la reconnaissance d'un droit à un environnement sain. L'appel à l'élaboration d'un tel protocole s'est aussi fait dans le cadre d'une deuxième conjoncture: les migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux. Selon ce thème, le nouveau protocole sera considéré comme un complément qui appliquerait le principe de précaution dans la Convention et constituerait le reflet logique de l'évolution du concept de droits de l'homme depuis l'élaboration de la Convention. Réagissant à ces propos, la Commission de l'environnement et de l'agriculture de l'Assemblée parlementaire a qualifié la protection de la jurisprudence de la Cour EDH d'indirecte et lacunaire,
ce qui rend inéluctable la précision d'un fondement exprès pour une réelle effectivité. Toutefois, le nouveau contexte de la demande de l'Assemblée n'a influencé en aucun cas le Comité des ministres. Dans sa réponse conjointe aux 2 recommandations déjà évoquées, le Comité des ministres a réagi diplomatiquement sans négliger les points mis en exergue par l'Assemblée parlementaire. Tout en admettant que le changement climatique peut avoir des implications sur la jouissance des droits fondamentaux universellement reconnus, il a affirmé que le système de la Convention contribue déjà de manière indirecte à la protection de l'environnement grâce aux droits conventionnels et à leur interprétation dans la jurisprudence évolutive de la Cour EDH. Le Comité directeur des droits de l'homme, quant à lui, s'est rallié à la position du Comité des ministres et a jugé inopportun d'élaborer un protocole additionnel, tant il convient de poursuivre les études dans la matière au niveau intergouvernemental sous forme d'échanges de vues réguliers au sein de son comité d'experts pour le développement des droits de l'homme, DHDEV, et par la mise à jour et expansion du manuel de 2006. Cette position est restée inchangée. En réponse à la recommandation 1976-2011, sur le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en Europe, et dans laquelle l'Assemblée parlementaire a invité le Comité des ministres à élaborer un nouveau protocole à la Charte sociale européenne révisée sur le droit à la santé, y compris le droit à un environnement sain, le Comité des ministres a estimé inopportun d'élaborer ce protocole. Il a surtout basé sa réponse sur les développements de la jurisprudence de la Cour EDH dans le domaine environnemental et du Comité européen des droits sociaux, sur l'interprétation dynamique de l'article 11 de la Charte sociale européenne. L'étude de la soft law du Conseil de l'Europe nous mène à opérer 3 constats. Premièrement, grâce à son caractère non contraignant, la soft law est prête par excellence à créer un consensus politique entre les organes du Conseil de l'Europe. Ces derniers, loin de se mettre d'accord sur les arguments juridiques relatifs à l'élaboration d'un protocole additionnel à la CEDH, ont réussi à unifier leur position politique sur la nécessité de garantir un environnement sain, un air pur et une eau propre pour les citoyens européens. Deuxièmement, il convient de souligner la dynamique à la fois institutionnelle et instrumentale au sein de l'organisation. Institutionnelle, puisqu'il y a un engagement fort et actif de tous les organes du Conseil de l'Europe, chacun dans le cadre des missions qui leur sont assignées. Une mission statutaire de décision pour le Comité des ministres, une mission délibérative pour l'Assemblée parlementaire et une mission consultative pour le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, etc. Instrumentale, car la soft law est adoptée sous forme de recommandations, de résolutions ou de rapports. Néanmoins, ce sont les recommandations qui dominent ce panorama quand il s'agit de reconnaître un droit à un environnement sain. Ce recours répandu aux recommandations n'est pas du pur hasard. Cet instrument reflète une forme de consensus de l'ensemble des gouvernements européens sur un sujet donné. Au sein du Conseil de l'Europe, il est souvent dit qu'il vaut mieux pour faire progresser le droit une bonne recommandation qu'une mauvaise convention. Par le biais des recommandations, le Comité des ministres peut effectivement définir des lignes directrices pour la politique ou la législation des États membres. Les recommandations constituent ainsi pour les gouvernements des États membres un moyen de proposer des solutions communes à des problèmes nouveaux. Le Comité des ministres ainsi que l'Assemblée parlementaire ont pu unifier les positions politiques sur la question de l'importance de protéger l'homme dans son environnement naturel, matériel et physique, grâce à l'autorité morale, des recommandations. Dernièrement, la vision globale des droits humains au sein du Conseil de l'Europe nous révèle un droit à un environnement sain avec des chaînes de droits. Droit à la santé, droit au développement, droit au bien-être, droit à la bonne gestion et au bon aménagement du territoire, droit à la conservation du paysage et patrimoine naturel, etc. Certes, tous ces droits sont le signe d'un renouveau des droits de l'homme, ou selon les expressions de Madame Dejeantepons, des droits d'être homme, mais l'affirmation d'un droit à un environnement doit être autonome. Pour assurer son indépendance, il doit être un droit fondamental distinct du droit aux soins de santé. La réalisation d'une telle autonomie matérielle du droit à un environnement sain n'est également pas facile à atteindre au sein du corpus juridique de l'Union européenne. Dans ce cadre,
On assiste à une transmutation particulière de la dynamique normative via le niveau de protection élevé de l'environnement. Il ne s'agit pas seulement d'une dynamique qui s'articule autour de la coexistence entre des fondements environnementalistes et des fondements droits de l'homiste, comme c'est le cas du Conseil de l'Europe, mais également d'une dynamique qui trouve sa source dans une expression sui generis qui est le niveau de protection élevé de l'environnement. Section 2. La reconnaissance du droit à un environnement sain au prisme particulier du niveau de protection élève de l'environnement. Bien qu'elle soit souvent hâtivement rangée dans la catégorie des déclarations d'intention, considérée au mieux comme un principe politique, au pire comme un cachet que l'on appose par automatisme sur tous les textes clés pour leur conférer un surcroît de légitimité, la locution de niveau de protection élevé contribue d'une manière significative au processus de production des normes protectrices de l'environnement et de la santé humaine en droit de l'UE. Elle permet de dynamiser d'une manière subtile la place accordée à la protection de l'homme dans son environnement, puisqu'elle est le fil conducteur de la politique environnementale, et par voie transversale des autres politiques intégrées de l'UE. Le droit de l'environnement de l'Union européenne comprend un nombre important de règles et de normes relatives, d'une manière directe ou indirecte, à la protection de l'environnement. Caractérisé par un foisonnement quantitatif et une force qualitative, le droit de l'environnement de l'UE est l'image d'une production normative riche et continue. Toutefois, la recherche d'une affirmation d'un droit à un environnement sain dans le droit de l'UE n'est pas une tâche aisée. On est face à un droit pluriel qui s'impose avec ses politiques, ses actions, son droit dérivé, son droit des droits fondamentaux et ses relations extérieures. Il ne s'agit pas d'exposer de manière exhaustive la législation de l'UE en la matière, mais d'explorer ses éléments les plus significatifs afin d'en déduire une potentielle reconnaissance d'un droit à un environnement sain. Pour ce faire, l'analyse va se concentrer sur la force normative dynamisante du niveau de protection élevé de l'environnement, expression tant répétée dans le droit primaire de l'UE, 1, dans l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux, 2, ainsi que dans le droit dérivé, 3. L'impact des relations extérieures environnementales multiples de l'UE sur la reconnaissance du droit à un environnement sain sera également mis en question, 4. 1. Le niveau de protection élevé de l'environnement dans les traités de l'UE. Les traités qui se sont succédés dans l'histoire de la construction de l'UE ne comprennent aucune référence expresse au droit à un environnement sain. L'intention du législateur a été purement technique. Elle s'est dirigée vers la régulation et le partage de compétences entre Union européenne et États membres sans se soucier de l'aspect anthropocentré du droit de l'environnement. Néanmoins, l'absence dudit droit dans les traités ne signifie pas l'indifférence de l'UE aux questions d'ordre environnemental touchant à la protection de l'environnement en général, et à la santé humaine en particulier. En témoigne l'évolution des dispositions relatives à l'environnement avant l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen A, et après son entrée en vigueur B. Il est important de préciser qu'il n'est pas question de tracer en détail l'historique des traités constitutifs de l'UE, ou bien de compiler les écrits de la doctrine très nombreux et développés sur la politique environnementale de l'UE. L'objectif de cette étude est seulement de démontrer le mouvement ascendant suivi par le droit primaire dans la prise en considération des objectifs environnementaux, en se basant, d'une part, sur un élément temporel, consistant à suivre l'évolution de la protection de l'environnement tout au long des traités constitutifs de l'UE, et d'autre part, sur une expression générique qui est le niveau de protection élevé dont il est pertinent de s'intéresser à sa signification et à son rôle dans le cadre de la politique environnementale, c. À l'environnement dans le droit primaire de l'UE, avant l'entrée en vigueur de l'AUE. Les questions relatives à l'environnement ne se posaient pas avec suffisamment de sérieux dans les années 50. La protection de l'environnement et les droits de l'homme étaient des sujets étrangers à l'objet des traités. Cela était justifié, d'une part, par le développement relativement récent du droit de l'environnement dans le droit communautaire, et d'autre part par la volonté de ne conférer qu'une dimension purement économique à la communauté. Pourtant,
la communauté a connu les prémices d'une conscience européenne émergente exprimant la nécessité de garantir une qualité de vie élevée et des conditions de travail satisfaisantes. Le droit de l'environnement a été initialement évoqué de manière négative. Bien avant le traité de Rome, dans le préambule du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, les États signataires se sont mis d'accord pour concourir par l'expansion de leur production fondamentale au relèvement du niveau de vie. L'article 3 CECA demandait à la communauté d'améliorer les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre. En mars 1957, intervient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom 215, avec une nouvelle dimension, celle de la protection de la santé de la population et des travailleurs, en stipulant dans son préambule que la communauté et ses États membres sont soucieux d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations. Le traité Euratom mentionne dans ses articles certaines missions de la communauté, notamment l'élévation du niveau de vie dans les États membres et l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs. Le dit traité réserve aussi un chapitre 3 à la protection sanitaire, dont l'article 30 imposait à la communauté d'instituer des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Ces dispositions sont restées les mêmes dans la version consolidée du traité Euratom. Il convient néanmoins de rappeler que le champ d'application de ce traité est limité à la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire, ce qui signifie que la communauté n'était pas encore dans une coopération générale dans le domaine de l'énergie, d'une part, et que la finalité de la protection de la santé avec le traité Euratom avait pour fin la protection de la santé des populations pour favoriser le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire. En conséquence, la santé humaine n'était pas visée comme telle, mais elle était bien un moyen favorisant la réussite de l'action de la communauté dans ce domaine. Ceci semble logique dans une période où l'objectif principal était essentiellement la reconstruction et le développement économique. L'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne, TCE, ne changeait en rien la situation du droit de l'environnement. Ab initio, le traité ne contenait aucun article réservé à la protection de l'environnement. Son préambule et son article 2 TCE assignaient à la communauté respectivement l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple, et un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit, sans faire référence aux conditions de vie des travailleurs ou de la population. Néanmoins, dépourvu de toute référence à l'environnement ou à la santé humaine, le TCE disposait d'une base permettant de développer des initiatives réglementaires en matière environnementale, à savoir l'article 100 TCE relatif à l'établissement du marché commun par l'harmonisation des législations et qui représente un instrument destiné à permettre l'intervention de la communauté là où le traité ne prévoit pas lui-même des règles matérielles nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché commun. Il assume donc une fonction essentielle pour l'achèvement de la construction européenne. Cet article permet au Conseil statuant, à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'arrêter des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Sur cette base, dès les années 60, la communauté a pu produire des mesures liées directement ou indirectement à la protection de l'environnement, notamment des mesures d'harmonisation des règles applicables aux substances dangereuses et aux véhicules automobiles. Un autre fondement de secours permettait à la communauté de poursuivre l'un des objectifs du traité assigné dans l'article 2 TCE. Il s'agit de l'article 235 TCE, qui autorisait au Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de prendre des dispositions appropriées si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. L'intervention environnementale de la communauté
est donc en l'espèce limitée et conditionnée par son rapport avec l'établissement et le fonctionnement du marché commun. À ce stade, on est encore très loin d'une démarche anthropocentriste de l'environnement, mais on assiste plutôt à une institutionnalisation progressive du droit de l'environnement de l'UE. Sur la base de l'article 235 TCEE, la communauté a pu adopter 66 mesures dans le domaine de l'environnement, selon un recensement effectué en juillet 1989. Il est donc erroné de dire que la communauté n'avait pas de préoccupations environnementales avant l'entrée en vigueur de l'AUE. Elle n'avait certes pas de politique environnementale, mais les préoccupations environnementales étaient présentes avant même la naissance du droit de l'environnement au niveau international par le biais de la soft law. En témoigne la première communication de la Commission sur la politique de la communauté en matière d'environnement du 22 juillet 1997-1. Autrement dit, à défaut de base juridique spécifique qui fonde l'action de la communauté dans le domaine de l'environnement, les institutions agissent soit sur la base de l'article 100 TCEE permettant de rapprocher les mesures des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun, soit sur la base de l'article 235 TCEE qui est considéré comme une soupape de sécurité, permettant au Conseil d'attribuer des compétences nouvelles pour la communauté sans révision des traités. Alors même que la communauté était dépourvue de toute compétence expresse en matière environnementale, rien n'avait empêché la Cour de justice de se prononcer sur les impératifs environnementaux. La Cour avait eu l'occasion, dans un arrêt Association des brûlures d'huiles usagées, de traiter des questions relatives à la protection de l'environnement dans leur relation avec le principe de la liberté de commerce. La Cour de justice estimait que le principe de la liberté du commerce n'est pas à considérer d'une manière absolue, mais est assujetti à certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la communauté. Elle affirmait que la protection de l'environnement constitue l'un des objectifs essentiels de la communauté. Cette affirmation avait sûrement une importance. D'une part, la Cour affirmait que l'environnement est l'un des objectifs de la communauté, d'où l'amorce d'une légitimité de l'intervention de la communauté en matière environnementale. L'objectif de la protection de l'environnement fait donc partie des préoccupations de la communauté sans création d'une hiérarchie entre la protection de l'environnement et les autres objectifs à réaliser. D'autre part, la Cour qualifie la protection de l'environnement d'intérêt général qui peut être non seulement un facteur de limitation des pouvoirs des institutions, mais aussi source de compétences pour ces dernières. B. La place de l'environnement dans le droit primaire de l'UE après l'entrée en vigueur de l'AUE, de l'acte unique au traité de Lisbonne. L'acte unique européen intervient pour mettre fin à une consécration du droit de l'environnement, par accroc et par défaut. Avant cette date, la communauté européenne avait une politique systémique de l'environnement exprimée par des programmes d'action successifs et traduite sur le plan juridique par le véritable corpus juris que constitue la masse d'une certaine de directives, de quelques règlements ainsi que de nombreuses résolutions et autres textes non obligatoires. Une base légale spécifique à l'action de l'Union en matière d'environnement trouve son fondement dans l'AUE, précisément dans les articles 130R, 130S et 130T. L'article 130R paragraphe 1er TCEE, issu de la version consolidée de l'AUE, précisait qu'il s'agit bien d'une action de la communauté en matière d'environnement, ayant pour objectif de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement, de contribuer à la protection de la santé des personnes, d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. En dépit d'une base spécifique de l'action environnementale, la prise des décisions en la matière continuait à peser lourd. L'environnement était le seul secteur où une procédure si rigoureuse a été maintenue, puisque l'article 130 STCEE disposait que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, décide de l'action à entreprendre par la communauté. Intégrer l'environnement dans l'AUE ne faisait pas obstacle à la prise de mesures environnementales sur la base de l'article 100 ATCEE. L'apport fondamental de cet article, dans sa version consolidée de l'AUE,
est incontestablement la substitution de la majorité qualifiée à l'unanimité lors de l'adoption des mesures communautaires d'harmonisation des législations. C'est ce que la Cour de justice a affirmé dans une affaire en date du 14 juillet 1989 relative au choix de la base de la directive 89/428 sur les déchets de l'industrie du dioxyde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.